Là, je record. OK. Alors, si jamais il y a une erreur technique pendant toute la séance, là, je préférerais qu'on n'ait pas à le refaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il devrait pas y en avoir, tu sais. OK. 1, 2, 1, 2, ça... Le mec fonctionne. Au pire, même le A2, là, on n'est pas dans une place brillante. Ton bras ne sera pas dans l'image. Mais ça, ben, au pire, là, si le bras est dans l'image, je vais pas la refaire pour ça. OK. Puis tu as déjà des questions en tête? Ouais. OK. Tu veux-tu me les dire d'avance ou pas? Ou... Ben, Comme ça, je sais comment organiser ben, ma c'est réponse surtout, à une versus ben, J'imagine qu'il y a deux grandes questions. genre, deux, Ok. trois grandes questions. C'est au fond, c'est parce que moi j'ai fait sur le canal Rideau qui est ouvert plus tard puis qui est refermé à cause de la température et de la pluie. Puis là, je regarde les causes et les conséquences. Une des causes, on regarde, c'est le El Niño, là, qui fait bien de la chaleur. Puis, comme je t'ai montré, l'affaire de Radio-Canada qui dit que, ben, je lis ici, la phrase là, précise, c'est l'un des facteurs est le réchauffement climatique, car le présent El Niño s'est construit durant l'année 2015 à plus chaude de l'ère industrielle. Puis là, je me demande qu'est-ce que tu peux répondre à ça, puis pourquoi est-ce que le réchauffement climatique est faux, puis pourquoi est-ce qu'on parle tant de ça. Mais avant, j'ai des petites questions, surtout pour, à moi de me rappeler quand je vais faire l'entrevue. Fait que votre nom, juste confirmer, Denis Rancourt. Oui, c'est bien Denis Rancourt, mon nom. Oui. Et puis, j'ai vu que tu as un blog Climate Guy, je pense que ça s'appelle. Climate Guy, oui. Y a-tu bien du trafic? Non, il y a peu de trafic. C'est des gens surtout, c'est d'autres blogueurs avertis qui regardent et qui suivent mon blog et qui souvent vont reprendre ce qu'il y a sur mon blog, sur leur blog sur lesquels il y a plus de trafic. OK. Fait que c'est ça. Puis là, d'autres questions aussi. Ah oui, aussi, moi, j'aurai un titre. Fait qu'il y aura votre nom. Puis ensuite, il y aura quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que vous préférez comme titre. Ça dépend, là. Ça peut être ancien professeur à l'université, ancien professeur de physique. OK, ancien professeur de physique. Université d'Ottawa. OK, c'est bon. Ça peut être ça. C'est bon. Et puis, OK. Fait que je pense que pour les... Ou chercheur. Chercheur. Chercheur en sciences sociales et en sciences naturelles. En ce moment, qu'est-ce que vous faites? Plein d'affaires. Je veux dire, je suis volontaire pour le Ontario Civil Liberties Association. Je suis recherchiste volontaire pour eux. Puis, j'ai des batailles légales en cours. Puis, ça occupe beaucoup. Puis, j'écris des articles de temps en temps. Comme je viens d'écrire un gros article qui a été très populaire sur le cancer, l'historique du cancer et une critique sévère de la science du cancer. Ça, je viens de faire ça. Puis, ça a été mis sur ma page sur ResearchGate. Et ça a été l'article le plus lu dans le départ. Je suis associé sur ResearchGate. On m'a associé à l'Université de Toronto, au département de physique. Et ça fait plusieurs semaines que c'est l'article le plus lu et de loin de tout le département. Okay, ouais, c'est comme ouais, c'est ça. Puis là, moi, par curiosité, c'est quoi votre bataille légale en ce moment? C'est toujours le... Il y a deux. En fait, il y a... OK. Les trois batailles légales les plus importantes sont je suis en train de contester une loi en Ontario qui est une loi d'accès à l'information. Et je conteste cette loi-là à la base, c'est un argument constitutionnel. Donc, je veux faire abolir certaines sections de cette loi d'accès à l'information en Ontario. Et ça, c'est bien en cours. Puis j'ai déjà gagné une toute petite première ronde. Puis c'est quelque chose qui avance. Une deuxième bataille légale, c'est une demande d'aller en appel à la Cour suprême par rapport à une bataille, c'est-à-dire un cas devant les tribunaux en diffamation contre moi. Sur ça, je suis en train de faire une demande d'aller en appel à la Cour suprême. C'est une grosse bataille qui dure depuis 4-5 ans. Et après, je pense faire une plainte aux Nations Unies pour tous les abus, les violations de mes droits humains par rapport à un procès qui serait juste et par rapport à mon droit à la liberté d'expression. Le procès avec l'avocat Oui. était avec moi. Oui. C'est quand même impressionnant. Je regardais ça puis j'étais comme wow. Non, c'est complètement fou. Et puis, une troisième bataille légale, c'est par rapport à mon congédiement, quand j'étais limogé à l'Université d'Ottawa. Donc, mon syndicat poursuit cette bataille légale-là. Et
c'est dans le processus d'appel en ce moment. Et c'est un long processus. Comme par exemple, en avril, il va y avoir, une session devant un panel de 3 juges d'une cour d'appel. OK. Ah. Fait que là, on va commencer avec les questions par rapport au réchauffement climatique. Ouais, Fait que là, c'est juste background général. Ouais, background général, c'est pas nécessairement... Non, ça va pas y aller. C'est surtout, moi, pour le contexte, Ouais, ok, puis le titre. Fait que ça c'est sûr que ça va pas dans le reportage. Ok. Le titre n'est peut-être pas besoin de parler des batailles légales. Non, le titre, c'est vraiment Denis Rancourt. Là, je pense, ex-professeur à l'Université d'Ottawa. Ça sera professeur en physique, Université d'Ottawa. Surtout l'espace, là, mais ça sera quelque chose de ce genre-là. Puis je voulais savoir le blog pour savoir si dans la narration, si c'était populaire, tu sais, tel blog ou... Mais Non, pas vraiment. Ok, Ok, c'est ça. On peut pas dire que c'est un blog influent. Ok, ouais. Mais j'ai été interviewé sur Russia Today, j'ai été interviewé sur CPAC, tu sais, Ouais, il y a quand même des choses là, où je suis reconnu comme étant un expert, disons, dans une certaine mesure par rapport à ces critiques-là. Un de mes premiers articles critiques par rapport au réchauffement planétaire a été lu dans un comité du Sénat des États-Unis. Ok. Et ça passait à la télé. J'ai des amis qui m'appelaient, là, hey, ils sont en train de lire ton article. Alors, tu sais, il y a eu quand même un certain impact, là. Ah, wow, ok. Ouais. Fait que j'imagine que je pourrais retrouver ça sur Internet, l'affaire de Russia Today. Oui, ça se trouve. C'était en 2007, je crois. Puis 2007-2008. Et puis ça se trouve, là. Dans les médias, c'est surtout CPAC, ces affaires-là. Parce que j'ai regardé un peu sur YouTube. J'ai vu que tu as quand même pas mal d'entrevues avec... Oui. Dans l'affaire c'est un sénateur du nom de Inhofe qui avait parlé de mes travaux, puis qui avait lu ça. Je ne sais pas s'il y a un YouTube de cette session du Sénat qui est disponible, là, je ne sais pas. C'est surtout pour ma narration, comme quand j'ai introduire le personnage. On en parle un peu de Inhofe dans l'article Wikipédia qui est à mon sujet. Là. On parle de ça. Mais le retrouver, là, ça commence à être un peu loin. Là. Okay. Ouais. Mais il y a beaucoup d'articles, et sur ça en particulier, l'affaire de Inhofe, peut-être que la meilleure place pour commencer une recherche, ça serait sur le site, comment ça s'appelle, là, de Mark Morano. Mark Morano fait un site. Mark Morano, c'est un des grands propagandistes américains contre le réchauffement planétaire. C'est le plus grand aux États-Unis. Et il a un site qui s'appelle... j'oublie le nom de son site, mais en faisant des recherches pour Mark Morano, vous allez trouver son site. Après ça, sur son site, vous allez trouver plein d'articles à mon sujet et des mentions et toutes sortes d'affaires de même. C'est bon. Ouais. Là, on va commencer vraiment dessus le sujet. Fait que Radio-Canada a dit « L'un des facteurs est le réchauffement climatique » en parlant du El Niño, car le présent El Niño s'est construit durant l'année 2015, la plus chaude de l'ère industrielle. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a dans Radio-Canada qui n'est pas vraiment véridique là-dedans? Mais moi, je comprends pas pourquoi ils ont fait cet énoncé-là. Je connais pas d'article scientifique qui argumente que le El Niño est plus fort maintenant à cause d'un réchauffement planétaire. Pour moi, c'est complètement ridicule de dire ça. Je veux dire, El Niño, c'est un phénomène de résonance à l'échelle planétaire. C'est quelque chose qui se passe tout à fait indépendamment d'un soi-disant réchauffement planétaire qu'on ne peut à peu près pas mesurer et qui est imperceptible et pour ce qui est des processus de résonance globale sur la planète et pour ce qui est de notre perception humaine et pour ce qui est des réactions environnementales, des écosystèmes et tout ça. Les effets d'un réchauffement planétaire sont imperceptibles. Il y a beaucoup de chercheurs qui prétendent attribuer et qui attribuent des observations écologiques et autres sur ce qu'ils appellent un réchauffement planétaire, mais je ne vois pas de lien causal et même je ne vois pas d'évidence ferme qu'il y a un réchauffement planétaire qui serait dû à l'augmentation de CO2. Mais est-ce qu'il y aurait un réchauffement planétaire peut-être pas dû au réchauffement de CO2 ou bien est-ce qu'il n'y a pas de réchauffement tout court? Quand on regarde l'évidence, là, c'est-à-dire la température de surface calculée à partir des mesures de thermomètres à la surface de la planète, surtout sur les continents, mais aussi basée sur les températures mesurées
des corps marins, etc. Je ne crois pas que l'analyse statistique de ces températures-là, qui sont locales et qui sont pas suffisantes, est fiable. Personnellement, et il y a des articles scientifiques qui démontrent que purement du point de vue statistique, il est essentiellement impossible de faire cette mesure-là de façon assez fiable pour prétendre qu'une année est plus chaude que l'autre, etc. Par contre, il me semble, selon moi, il y a des affaires perceptibles, genre au Québec, j'avais lu un article il n'y a pas trop longtemps dessus, les Inuits, ils vivent dans le nord, là où il y a du pergélisol, et puis leurs fondations sont menacées justement par la fragilité du pergélisol qu'ils font. J'ai aussi lu aussi, ça il y a un peu plus longtemps, dessus, des habitants d'une île, que eux, on les appelait les premiers réfugiés climatiques, à cause qu'ils ne pouvaient plus vivre sur leur île, à cause que le montait, là, tout ça, que il n'y a pas des affaires peut-être perceptibles un peu? Ben, les habitants du Nil, est-ce que ça serait pas avant l'ère industrielle, ça? Non, non, c'est présentement. C'est que là, ils essaient de trouver un autre refuge à cause qu'ils peuvent plus Bon, habiter. ben, je suis C'est pas au sûr que courant si vous n'êtes pas au courant, spécifiquement ouais. de cet événement-là, mais c'est clair qu'il y a constamment et il y aura toujours des changements régionaux. C'est-à-dire le climat régional, pour toutes sortes de raisons, va changer. Les grands courants, les phénomènes de résonance planétaire dont je parlais, les grands courants, le jet stream, les courants marins, tout ça, ça change et ça évolue. Et ça a toujours été le cas. Et donc, il y aura toujours des changements climatiques régionaux qui sont dus à la nature stochastique, je dirais, de comment le système planétaire fonctionne. Ça, il y en aura toujours. Le problème vient quand on veut attribuer ces changements-là de façon causale à une augmentation de CO2 qui causerait en moyenne un réchauffement de la planète, à la surface de la planète. C'est là que ça devient un problème. Ces relations-là sont impossibles à faire, à mon sens. Il y a personne qui, de façon convaincante, a pu faire une telle relation causale. Il faut aussi dire qu'il y a plein d'effets qui vont être plus importants pour causer des changements régionaux. Par exemple, la pollution atmosphérique des particules de soute, par exemple, s'il y a des grandes éruptions volcaniques ou s'il y a des feux de forêt à grande échelle, ça met une poussière colloïdale dans l'atmosphère qui peut se répandre sur des très grande distance à l'échelle de la planète. Ces particules-là, quand ils se déposent sur la neige ou la glace, ça peut changer de façon assez dramatique l'échange de radiation avec le soleil, la lumière du soleil, c'est-à-dire la quantité de lumière qui est absorbée versus réfléchie. Et ça détermine, par sublimation et autres, le taux auquel la neige et les glaciers peuvent fondre pendant cette période-là, pendant que on subit ça. Et ces effets-là peuvent être beaucoup plus grands que changer de façon imperceptible la température moyenne de la planète. Et donc, et d'ailleurs, ça a été documenté, on le voit. Il y a plein de cas dans la littérature scientifique où on voit des changements comme ça par rapport à des grands glaciers dont la transformation est due à des causes régionales. Là, pour quelqu'un comme moi là, qui est pas trop calé en sciences, en physique, là, vous parlez des particules qui se font polluer par les radiations du soleil. Non, non, non. Non, je suis mélangé. Non, non, non. D'abord, il y a plein d'événements sur la planète qui peuvent mettre des particules colloïdales, c'est-à-dire qui flottent dans l'air, dans l'atmosphère, et qui vont éventuellement se déposer ailleurs. Des feux de forêt qui ont toujours eu lieu. Hein. Il n'y a pas plus de feux de forêt maintenant qu'il y a eu dans le passé. On a 1000 ans de record des feux de forêt en Amérique du Nord à travers les anneaux des arbres qu'on peut étudier en détail. Il n'y a pas de feux de forêt plus intenses ou plus communs. De façon naturelle, il y a toujours eu des feux de forêt. Et donc, et s'il y a très récemment des feux de forêt plus intenses, c'est à cause de notre manie de vouloir éviter les feux de forêt. Et donc, ça fait que quand il y en a, ils sont un peu plus intenses. Bon, mais donc, les feux de forêt à grande échelle, les éruptions volcaniques, il y a comme ça des grands événements qui peuvent créer beaucoup de poussière. La poussière est très importante parce que toute la question de la température sur la planète est une question d'équilibre de radiation entre la radiation provenant du Soleil
est-ce qu'elle est absorbée à la surface ou est-ce qu'elle est réfléchie? Est-ce qu'elle est réfléchie par les nuages avant d'arriver à la surface, etc. Est-ce qu'elle est réfléchie par des particules ou diffusée par des particules dans l'atmosphère ou pas? Si, la lumière du soleil arrive à traverser l'atmosphère et frappe le sol ou la neige ou n'importe quoi, et c'est les propriétés d'absorption et de réflexion de la lumière de cette surface-là qui deviennent importantes. Ces propriétés-là sont affectées de façon sensible par la présence de poussière, etc. Donc, ça, c'est un des mécanismes, un des nombreux mécanismes où on peut affecter les effets régionaux à la surface par des méthodes qui sont reliées à des événements. Et ça se fait à l'échelle régionale. Donc, parler de la neige, la glace, la neige qui fond, ça serait plus dû, disons, à ces particules-là. Ça peut l'être, dépendant des circonstances, dépendant de ce qui est arrivé, etc. Il y a plein. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est très compliqué, qu'il y a plein de raisons que les glaciers. Puis il y a plein de glaciers en ce moment qui sont en train de grandir. Je veux dire, en Antarctique et même au pôle Nord, il y a eu des étendues de glace plus grandes que dans les derniers 100 ans récemment, pendant l'hiver. Donc, je veux dire, ces choses-là changent constamment et ont toujours changé. Et ça devient très ténueux d'essayer de voir un patron là-dedans qui est graduel et qui va en empirant et qui serait dû à ce soi-disant réchauffement planétaire qui, d'après moi, il n'y a pas d'évidence concrète qu'il existe, ce réchauffement moyen planétaire. Puis, ça éclaire beaucoup, là, quand même. J'apprends beaucoup de choses avec ça. Puis, pour revenir au El Niño, euh, c'est quand même le plus fort qu'on a connu jusqu'à maintenant. Puis, il y a ça dit que depuis les années 70, il y a une tendance à y aller plus intense. Puis, c'est un peu lié à la température de la surface de l'eau. Parce que pour que ça soit un El Niño, il faut que ça soit à 0,5 pendant, je pense, c'est 5 mois consécutifs. Puis là, c'était dessus une grande surface, 2 fois la surface des États-Unis, 2,5 degrés à la surface parfois. Est-ce que son intensité ne serait pas juste en lié à un réchauffement quelconque? Non, moi je n'ai pas vu d'études scientifiques qui argumentent ou qui montrent que cet El Niño est plus intense ou plus important que les El Niño du passé. Il y a pas d'études qui démontrent ça. OK? Première chose. Il n'y a pas de raison de croire ça non plus. Et c'est pas parce que certains prétendent trouver un dixième de degré de plus élevé dans la moyenne planétaire à toute l'échelle, ou une moyenne qu'on ne peut pas faire, que les statisticiens disent est impossible à faire de façon fiable. C'est pas parce que certains ont vu ça qu'on peut en conclure que le El Niño est plus intense qu'il a été dans le passé. Il n'y a pas d'évidence de ça. Mais on parle d'El Niño, disons, depuis les années 70. Fait qu'on peut quand même on peut pas mesurer ces températures-là. Non, l'El Niño, c'est pas une température. L'El Niño, c'est un phénomène de résonance des grands courants, des flux de matière et d'énergie à l'échelle de la planète. C'est pas une mesure avec des thermomètres à la surface de la planète qui peut nous parler de ce processus-là. Si on veut étudier ce processus, d'abord, il faut parler à des experts qui étudient ce processus-là. Il faut leur demander comment ils quantifient les énergies qui sont impliquées dans un événement El Niño, une période El Niño particulière, et il faut voir dans quelle mesure ces mesures-là sont fiables, et il faut l'étudier en fonction du temps, à travers plusieurs cycles, et puis il faut essayer d'en conclure si oui ou non ça empire. Et moi, je pense que toute conclusion par rapport à ça ne peut pas être valable, statistiquement parlant. Ça ne peut pas être concluant. Ok, parfait. Puis, sérieusement, ça explique vraiment bien comme ça te fait réfléchir, ça te met un doute. Puis je me demande, là, on va y aller pour le réchauffement climatique en général. Vous avez un peu parlé aussi pourquoi est-ce que vous pensez pas qu'il y a un réchauffement global. Pourquoi est-ce qu'on parle tant du réchauffement planétaire au Canada, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on entend constamment parler par notre gouvernement, par Radio-Canada, toutes ces affaires-là? Oui, ça c'est vraiment la question importante. Débattre sur les détails scientifiques, à savoir s'il y a un dixième de degré de plus ou de moins dans les dernières 10 années, s'il y a une pause dans les températures moyennes, que certains chercheurs disent que ça peut même pas se mesurer de façon fiable. Tout ça, c'est des débats académiques. Mais la vraie question est celle que vous venez de poser, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on en parle tant?
pourquoi est-ce que c'est si important? En fait, pourquoi est-ce que c'est si présent dans notre politique internationale? Et je pense que la raison est toujours la même. Je pense que ce qu'il faut reconnaître et ce qu'on essaie de jamais nous dire, c'est qu'il y a un, un système dominant sur la planète au niveau de l'exploitation économique, au niveau d'essayer de dominer les autres peuples, et c'est le système américain, c'est le système militaire et politique américain. Le Canada est un satellite de ce système-là. Il y a pas à s'en sortir. Et il y a toute une association qui se rattache à ce système-là. Et ce système veut contrôler l'économie mondiale, veut contrôler les ressources, veut contrôler tout et utilise pour ce faire des institutions qui sont comme le Fonds monétaire international, la Banque du monde, etc. Ce sont des institutions qui sont contrôlées par le système américain complètement et qui sont utilisées pour exploiter et manipuler. Et donc, il y a récemment maintenant un certain défi qui est mis contre ce système-là, et c'est le BRICS, c'est-à-dire c'est une association entre le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, la Chine, etc., qui, eux, veulent former une économie qui pourrait être indépendante de cette exploitation-là. Et donc, ça, c'est la grande bataille, la vraie bataille sur la planète. Et donc, le réchauffement planétaire et toute cette poussée vers une économie du carbone, c'est pour créer un instrument économique additionnel qui serait contrôlé par les États-Unis et qui permet de empêcher les compétiteurs ou les pays dans le monde en développement qui voudraient être indépendants, les empêcher de l'être et de contrôler leur développement. C'est un outil de plus qu'on essaye de mettre en place. C'est un outil qui est une forme de taxer les pays émergents, les économies émergentes pour extraire des ressources d'eux par purement un processus de taxation et de contrôler le développement et qui serait, comme toujours, qui serait renforcé par un militaire. Je veux dire, le système américain a 1000 bases militaires réparties à travers le monde et il n'a pas peur d'utiliser sa puissance militaire pour assurer que le dollar américain soit la devise qui est utilisée dans les grands échanges pour acheter de l'énergie, etc. Parce que si l'Amérique peut imposer sa devise, c'est l'Amérique qui imprime cette devise-là et dans la quantité qu'elle veut. Donc, ça devient un mécanisme administratif d'exploitation très puissant. Et donc, les menaces contre cette devise sont vues comme des menaces très sérieuses. Par exemple, en ce moment, la Chine achète beaucoup de son énergie, la plupart de son pétrole, de la Russie. Et ils ont une entente maintenant qu'elle peut payer avec sa monnaie nationale. La Chine peut payer la Russie avec sa monnaie nationale. Donc, ça met un court-circuit dans l'utilisation de la devise américaine, et ça, c'est très menaçant. Et donc, le gros enjeu dans les prochaines décennies, ça va être à savoir, est-ce que des économies émergentes et qui s'unifient pour ne pas être complètement contrôlées et exploitées par les États-Unis, entre autres qui sont menées par la Russie et la Chine, est-ce qu'elles vont pouvoir bien survivre aux embargos économiques, à toutes les manigances que font les États-Unis pour empêcher cela. Ça, c'est le grand enjeu. Et donc, toute la question du réchauffement planétaire fait simplement partie de ces enjeux-là. Donc, les grosses corporations comme Shell, SO, les grosses corporations qui sont des propriétés et des collaborateurs du système américain, n'ont pas peur de cette économie du carbone parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir profiter de ça parce que ça va être utilisé pour éliminer les compétiteurs. OK? Et donc, ceux qui résistent le plus à cette non-sens du réchauffement planétaire, ce sont les compagnies de taille intermédiaire qui ont découvert récemment comment extraire l'énergie à partir du shale. Donc, tout ce qui est fracking. Tous les plus petites compagnies et plus indépendantes, américaines, anglaises et autres, qui veulent faire de l'argent avec ça et qui sont indépendantes des grosses multinationales et qui veulent simplement participer dans l'économie de cette façon-là, eux se voient très menacés par toute cette politique de l'économie du carbone. Parce qu'ils savent très bien que ça va être utilisé pour mettre fin à leur jour. Et donc, il faut le voir de cette façon-là.
Il faut le voir dans un contexte global et il faut le voir dans un contexte de politique internationale et de grandes batailles pour les ressources à l'échelle des continents. Puis, tu sens pas que ce serait comme une genre d'autres institutions comme le FMI et tout pour stopper un peu l'indépendance des pays émergents. Est-ce que tu aurais peut-être un... Tu sais, avec le FMI, on peut déjà en avoir des exemples. Est-ce que tu aurais des exemples en rapport avec le changement climatique déjà pour les pays émergents? Là, j'ai pas trop compris. Est-ce que tu veux dire des exemples où qui seraient de l'évidence forte pour l'existence d'un réchauffement planétaire? Non, non. Tu sais, tu disais juste la taxe du carbone, ça serait un peu Oui. pour tu sais, les pays émergents. Tu sais, comme par exemple la Grèce avec le FMI. Tu sais, Oui. on a vu justement une institution qui a mis des bâtons dans leur roue. Oui. Est-ce que, est-ce que tu vois ça avec, disons, une taxe du carbone ou peu importe, dans les autres pays qui stoppent un peu leur Oui, ben, indépendance? tu vois, c'est l'Empire, si on veut, planifie à long terme, malgré ce qu'on dit. OK? Et donc, ils préparent en ce moment et ils avancent l'idéologie, le territoire, la conscience des gens vers l'idée qu'il faut sauver la planète, qu'il faut avoir une économie du carbone. Et ils l'organisent, cette économie du carbone, à l'échelle des provinces, à l'échelle des municipalités, à l'échelle des pays. Donc, il y a plusieurs pays, oui, et des provinces dans les pays comme l'Australie, etc., et même le Canada, qui bougent concrètement et de façon vraie, dans le terme légal, vers des instruments comme ça. OK? Et donc, par exemple, au Canada, je veux dire, on pourrait parler du Canada et de l'énergie, la politique énergétique du Canada. C'est absolument ahurissant de voir que le Canada veut, sous le contrôle de soi-disant nos représentants, veut vendre notre pétrole albertain simplement comme ça, à l'état brut, sans raffiner, sans que le Canada ait un intérêt à développer une vraie industrie du raffinement, des produits secondaires, etc. On est prêt à vendre et c'est difficile de même parler de la question des royalties, c'est-à-dire des redevances que les compagnies qui extraient, qui sont des compagnies externes américaines, doivent payer à l'État pour simplement avoir accès à la ressource. On ne veut même pas parler de ça, on le donne essentiellement notre pétrole. On le donne parce que, je pense, nos politiciens essentiellement sont contrôlés par ce système. On fait partie comme satellite de ce système américain. Donc, quand on parle des pipelines, par exemple, ok, c'est des pipelines pour aller vers des points de raffinement qui sont ailleurs, en dehors du Canada, ou pour simplement envoyer par bateau cette énergie ailleurs. Alors, des gens qui vont faire des milliards et des milliards seraient au Texas si on amène un pipeline jusque-là. Il y a des blocs qui ont des compétitions, comme par exemple la gang, les républicains qui voulaient l'amener au Texas pour faire de l'argent là-bas. C'est pas la même que les démocrates qui veulent faire autre chose à la place. Et ils ont chacun leurs amis, leurs préférences en termes de blocs, de multinationales, etc. Donc il y a des petites batailles comme ça. Mais la vraie question devrait être, est-ce que le Canada veut devenir un pays indépendant? Est-ce qu'on est prêt à devenir un pays indépendant? Est-ce qu'on veut avoir notre propre politique énergétique pour le bien de la nation et des Canadiens? Ou est-ce qu'on veut être simplement une place à ressources qui accepte de faire partie de ces guerres d'agression des États-Unis, puis qu'en échange, on nous donne le droit d'avoir une industrie de l'armement pour vendre des armements très chers à des soi-disant alliés qui font la guerre au Moyen-Orient, là encore, pour écraser les économies émergentes qui seraient en compétition avec cette dominance américaine. C'est ça les grandes questions. Il faut arrêter de parler des conneries du CO2 dans l'atmosphère, comme si la planète allait disparaître, comme si l'espèce humaine allait être menacée par le CO2 dans l'atmosphère. Il faut arrêter de se faire prendre par ce jeu stupide et prendre une certaine responsabilité en tant que citoyen dans des démocraties et décider pour nous comment on veut utiliser nos ressources, comment on veut être en contrôle de notre propre pays, comment on veut avoir des politiciens qui nous représentent et qui ne sont pas simplement des représentants du système américain, de tous les satellites des corporations contrôlées par les Américains. C'était une bonne réponse complète. Mais moi, je me demande personnellement comme je regarde ça, tu parles justement du changement climatique, puis tu parles justement des
par exemple, le pipeline, ça c'est un bon exemple. Les républicains veulent l'amener au Texas, les démocrates, eux, c'est la même chose, mais essentiellement, le Canada se fait crosser, entre guillemets. Mais je vois ça, il y a beaucoup quand même une bonne base républicaine qui croit pas à ce réchauffement climatique-là aussi. Je sais pas, est-ce que vous voyez pas comme, par exemple, si on prend un point commun entre les démocrates et les républicains, il y a, par exemple, une affaire que je vois que vous écrivez beaucoup, le sionisme. C'est assez présent dans les deux partis. Par contre, dans le réchauffement climatique, est-ce qu'on est-ce qu'il n'y a pas vraiment une assez réelle division entre les républicains et les démocrates, dans le sens qu'il y en a vraiment un qui est qui croit vraiment au réchauffement climatique et l'autre non? Il y a toujours une mosaïque. C'est toujours un peu compliqué quand on parle d'opinion publique. OK? Il faut distinguer les blocs financiers et corporatifs qui sont plus associés à un parti plutôt qu'à un autre. Il faut distinguer ça, ce phénomène-là, du phénomène des membres qui votent, des citoyens et les groupes de citoyens et les membres qui votent surtout pour les républicains ou surtout pour les démocrates. OK? C'est deux choses différentes et qui sont rattachés. Il y a des financements, il y a toutes sortes d'affaires, mais il faut quand même faire une certaine distinction. Les États-Unis ont une histoire de petits moyens commerçants ou disons industrialistes qui exploitent le pétrole. Ils ont découvert le fracking et le shale récemment. Ils veulent profiter de ça. Les grosses compagnies veulent les acheter et les contrôler. Mais ils sont quand même des ressources et ils poussent cette idée, ils contre ce mouvement politique de vouloir accepter, de vouloir faire accepter une espèce d'économie du carbone parce qu'ils savent très bien que ça va être utilisé contre eux et que c'est déjà utilisé contre eux. Et donc, il y a comme ça des forces qui s'opposent. Et attaché à ça, il y a des opinions publiques. Et par rapport à l'opinion publique, il faut dire aussi que les Américains ont une tradition d'une pensée plus indépendante que la plupart des citoyens dans les autres pays. Ah ouais. Oui, tout à fait. Donc, ils ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, même si ça peut sembler aberrant à plein d'autres personnes. Ils ne se font pas facilement institutionnaliser autant aux États-Unis. Ils sont plus capables de créer des mouvements nouveaux, d'explorer des nouvelles choses. En tant qu'individu, là, je parle. Il y a une historique de grande indépendance aux États-Unis. C'est pas pour rien que, par exemple, les décisions de la Cour suprême par rapport à l'expression libre et tout ça sont beaucoup plus fortes aux États-Unis que dans tout autre pays. OK? Et donc, c'est pas des accidents, ça. Je pourrais répondre juste pour l'empêcher. Allô? Oui? Oui? J'ai mis au frigo, oui. Quoi? J'ai pas regardé. À midi, je sais pas encore. C'est parce que je suis dans le milieu d'une entrevue avec quelqu'un qui me filme pour une entrevue. Très bientôt. Oui. Alors, tu veux que je te rappelle ou quoi? Euh, 15 minutes maximum. Veux-tu que je te rappelle, c'est-tu parce que tu aimerais qu'on dîne ensemble? Ok, ben j'aimerais ça. Ok, bye. J'ai bien fait de répondre. Juste regarder le cadrage. Je sais plus où on était là. Je sais plus où on était, il faut peut-être reprendre. Ben, je pense que c'était je demandais la différence entre démocrates et républicains. Je disais, les démocrates se sont plus achetés, disons, par l'industrie disons, du fracking, puis les républicains, ça serait plus. Je peux continuer un peu ma réponse si tu veux. Ben, je pense que j'ai assez de stock pour ça, mais Ok, c'est toi. C'est toi. C'est pas, j'ai encore un autre. Je pourrais en parler longuement là-dessus. C'est parce que tu vois, est-ce qu'on filme en ce moment? Oui, j'ai pas arrêté. OK. Il y a aussi une différence entre les voteurs démocrates et républicains, c'est le niveau d'éducation. Et donc, les démocrates vont être plus institutionnalisés, vont plus facilement prendre le point de vue qui est
avancé par les universités, les écoles, etc., et les médias démocrates, versus les républicains qui le sont moins et qui vont moins juste gober ça facilement et qui vont plus se faire une idée indépendante, quelle qu'elle soit, et qui va subir des influences autres. Ça, c'est une autre différence entre les deux groupes. OK. Puis je pense que pour le bout de climat, on a un peu fini. Puis, mais moi, c'est ça. Je parlais à mes amis, je disais que j'allais faire une entrevue avec vous. Puis il y a deux questions qu'ils aimeraient savoir, OK. qui est pas vraiment, qui sera pas dans le reportage, puisque ça n'a pas vraiment rapport. C'est, il y en a un qui demande pourquoi est-ce que tu es d'accord avec l'immigration quand ça profite aux puissances mondialistes que tu critiques. Pourquoi je suis d'accord avec l'immigration? Ouais. Lui, il dit que ça profite aux puissances mondialistes qui exploitent ça, puis ça les rend plus forts. Quelle immigration dont on parle? Syrienne, mettons, ou mais t'es-tu en général d'accord avec l'immigration, c'est que Je pense que j'ai jamais dit que j'étais d'accord avec l'immigration syrienne. J'ai jamais dit ça. ou l'immigration en général? J'ai jamais dit ça non plus. Parfait, ça répond à sa question. Je veux dire, je participe au débat par rapport à l'immigration. J'émets des commentaires, mais j'ai jamais dit quelle était ma position par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai été très critique de l'immigration des syriennes. Ouais, syrien peut-être critique, mais l'immigration, ben, je sais pas, lui m'a demandé ça. Je peux pas vraiment regarder, mais de qu'est-ce que je comprends. J'ai jamais émis une opinion cohérente et étudiée sur la question de l'immigration dans le monde, d'un pays à l'autre, des choses comme ça. Par contre, j'étais très critique du programme d'immigration des Syriens du Canada et de d'autres pays. Très critique de ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses des... Ça pourrait rentrer dans le reportage par contre. Qu'est-ce que tu penses des ONG comme Amnesty et Greenpeace? Ben, en général, sans spécifiquement parler de ces deux-là en particulier tout de suite, mais en général, les ONG, les organismes non gouvernementaux sont complètement financés et achetés par le système dominant américain. Un point, c'est tout. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, c'est un complexe industriel ONG qui fait partie de cette domination du monde. Et ils sont utilisés dans la propagande, ils sont utilisés pour légitimiser, entre guillemets, les actions des États-Unis, etc. C'est clair. Puis, je sais pas si tu pourrais parler plus précisément pour Greenpeace. Moi, j'admire le côté militant de Greenpeace, mais je vois pas trop l'intérêt de ce qu'ils font à grande échelle. Je trouve que ça peut inspirer, ça peut porter à réflexion, c'est des actions concrètes, c'est une communication, c'est une expression libre. Et j'admire beaucoup ça et on a besoin de groupes qui sont un peu plus radicaux, qui sont indépendants dans leurs pensées, dans leurs actions. Et donc, j'admire ça, mais pas plus que ça, là. Ok. Ouais. C'est tout. Fait que merci beaucoup.